Bonjour et bienvenue sur Gale Afrique. Mesdames et messieurs, nous vous accompagnons. Ce jour, mesdames et messieurs, est aussi marqué par les affrontements signalés dans les territoires de Lubero. Les Wazalendo sont en train de s'affronter au M23 RDF. Jusque-là, pas de précisions, disons pas des résultats tenant compte de tous ces affrontements, mais on peut une fois de plus en parler. Pourquoi ça revient encore une fois? Et pourtant, mesdames et messieurs, la diplomatie continue toujours aussi de prendre une certaine forme, bien qu'il n'y a pas de compromis clair entre Kinshasa et Kigali. Tout de même, une feuille de route pourrait être aussi conclue pour voir comment est-ce que les FDLR seront neutralisés, mais également voir les militaires rwandais se retirer dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons une fois de plus en parler avec Moïse Hangui avec nous sur ces plateaux. Il va nous donner justement sa compréhension justement de cette actualité, mesdames et messieurs. Pourquoi des reprises pareilles et on ne respecte aucun engagement pris au niveau des Luanda sur terrain. Moïse, c'est dit à quoi? Tout en vous saluant et vous souhaitant bienvenue sur ces plateaux. Infiniment merci. Et je voudrais encore une fois renouveler toute ma gratitude à Gale Afrique Télévision pour cet espace qui n'est toujours pas offert à tout le monde. Je suis donc très content de me retrouver avec vous. Je voudrais par la même occasion saluer nos téléspectateurs qui restent toujours fidèles à la chaîne panafricaine, et tous les Congolais également et Congolaises qui ne cessent effectivement de nous suivre de partout à travers les pays et même en dehors de nos frontières. Alors je suis donc là disposé et bien évidemment à répondre à vos préoccupations et à éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Voilà, cette lanterne qui reste toujours visible. Moïse, à Lubero, des affrontements. Qu'est-ce qui motive encore une fois les militaires rwandais et leurs alliés du M23? Difficile à expliquer. Toute la journée d'hier, 28 novembre 2024, nos compatriotes de Lubero, très précisément ceux de Kirumba, oui, ont passé une nuit tellement agitée, totalement agitée, alors je vais dire, suite bien évidemment au comportement belliciste et aussi à la barbarie de la coalition M23 RDF qui a tenté encore une fois de mettre à mal la quiétude de la population. Heureusement, les résistants patriotes Wazalendo n'ont pas aussi hésité à réagir et à riposter. C'est que nous sommes en train de féliciter de tout cœur. N'est-ce pas là un jeu de ping-pong? Ben enfin, ping-pong justement parce que la coalition ne veut toujours pas respecter ses engagements. En principe, le président Paul Kagame, qui est responsable de cette rébellion, allait donner l'instruction à ces éléments qui sont sur terrain à ne pas mettre à mal l'opposition de VDP, encore moins des FARDC. Mais les mêmes éléments sur terrain, ce que nous constatons, c'est le contraire. Oui, ne reconnaissent pas cette appartenance à Paul Kagame. Les éléments sur terrain. Ceux-là qui sont en train justement d'affronter les Wazalendo, quelquefois les FARDC, ne reconnaissent pas cette appartenance. Ça s'appelle malignité, ça s'appelle ruse. C'est en fait un jeu qu'ils sont en train de vouloir entretenir. Mais ils sont tous conscients qu'ils sont en train, bien évidemment, d'opérer sous le diktat de Kigali. Et très précisément, du président Paul Kagame, les sanguinaires Paul Kagame, premier responsable de tout le malheur que le peuple congolais est en train aujourd'hui de traverser. Donc là, il n'y a pas de débat. Moïse n'est pas le seul à le dire. Les Nations Unies l'ont reconnu à travers des rapports aussi crédibles et volumineux. Donc l'implication de Kigali dans cette guerre qui déchire l'Est de la RDC n'est plus à démontrer. Non seulement l'ONU elle-même l'a reconnu, des organisations de la société civile dont nous faisons partie ne cessent aussi, bien évidemment, de donner des rapports et bien plus la population civile elle-même victime de ces atrocités ne cesse de témoigner effectivement de sa détresse au regard de ces actes odieux que je qualifierais même de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui sont en train d'être perpétrés par Kigali. Donc là, il n'y a pas de débat, mais tout simplement, nous constatons qu'ils sont en train de boycotter tous les engagements qui sont en train d'être pris à Luanda et un peu partout dans des salons diplomatiques. C'est pour nous une grande déception. Ça prend une allure d'un refrain.
Nous les disons tout tous à les fait. jours, nous chantons. Non seulement les refrains, mais c'est les statu quo. Tous les jours. Nous sommes en train de faire. Mais c'est ça le problème. Rien un pas en arrière. Rien ne change sur terrain. Effectivement, et nous déplorons bien évidemment cet état des choses. Un tout petit peu différente, peut-être, par rapport à ce que les autorités aussi, la considération des autorités et celle qu'on peut partager peut-être ensemble. Ne pensez-vous pas qu'il y a une nette différence? Tout à fait. En fait, j'estime que ce qui justifie la situation qui se passe sur le terrain, c'est aussi la diplomatie que nous sommes en train de mener et qui semble ne pas être à la hauteur. Nous sommes comme si nous sommes en train d'être roulés par l'adversaire, et très précisément le Rwanda. Pendant que nous acceptons de mettre en place le plat de neutralisation de FDLR, ce qui constitue aussi un faux débat, mais quand même, on a fait preuve de la bonne foi pour pouvoir voir si Kigali allait aussi respecter ses engagements. Madame Thérèse Kaikwamba, qui représente la RDC dans toutes ses démarches, a affirmé que la République démocratique du Congo, notre pays à nous tous, elle nous représente là-bas, elle ne nous remplace pas, a dit clairement que nous avons déjà soumis un plan de neutralisation de FDLR. Le président Kagame, pour sa part, devrait aussi retirer ces éléments. Il ne les fait pas. On devrait toujours respecter pendant ce moment ce qu'ils appellent cessez-le-feu. Oui. Mais nous sommes en train de constater le contraire de part et d'autre, dans les Massissi, dans les Rutshuru, dans les Lubero et même dans les territoires de Nyiragongo. En tout cas, les éléments de la coalition RDF 23 continuent à récupérer de nouvelles entités, ils continuent à massacrer nos compatriotes, ils continuent à piller nos ressources naturelles. Et maintenant, c'est le cas des Lubero, peut-être c'est parce qu'ils ne trouvent pas une forte résistance, à part celle de ces Ouazalènes, donc on continue toujours de saluer. Moi, leur détermination personnellement, est-ce qu'ils trouvent une différence entre une armée conventionnelle et une autre? Est-ce qu'il y a une résistance? En tout cas, il faut dire qu'il y a certains compatriotes VDP qui ne lâchent pas. Et c'est effectivement au travers de leurs efforts que peut-être les M23 n'est pas entré d'en arriver jusqu'au bout du tunnel. Oui. Mais au même moment, il y a l'armée qui joue au jeu, je dirais, au sapeur-pompier. Un moment, l'armée agit, un moment, on n'agit pas. On dit que non, on doit respecter les mots d'ordre, on doit respecter les cessez-le-feu. Si par exemple les FARDC essayaient un peu de se joindre aux côtés des VDP pour pouvoir installer la ceinture ou faire, je vais dire, un bras de fer contre cette coalition, peut-être que nous n'en serons pas là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Mais le constat que nous faisons, c'est que jusqu'aujourd'hui, les politiques sont en train de donner l'instruction à l'armée à respecter les cessez-le-feu. Moïse Hangi. La résistance est toujours de mise côté au Azalène. Voilà, avec cette situation, c'est vrai, il y a le gouvernement qui est là, mais ne pensez-vous pas qu'ils sont en train, là je parle bien sûr de ses ennemis, l'armée rwandaise et leurs amis qui se font appeler M23, ils sont en train d'ouvrir plusieurs fronts. Par exemple, pendant cette semaine, c'est pas seulement Lubero, on a signalé d'autres accrochages dans le territoire des Rutshuru, d'autres Massissi, Walikale. Alors, le fait de vouloir lancer plusieurs fronts dans moins d'une semaine, ça, comment vous personnellement vous comprenez cela? Quel message l'ennemi est en train de vouloir lancer? Parce qu'on ne les voit pas aussi manifester une volonté d'avancer avec une vitesse, je peux dire, des hautes factures. Il faut dire que sur le terrain, le comportement affiché par les éléments de la coalition 23 RDF est tel que ils veulent dire à l'opinion qu'ils ne sont pas concernés par tout ce qui se passe dans des salons diplomatiques. C'est exactement ça la première impression qu'ils sont en train de donner. La deuxième impression, c'est qu'ils restent déterminés à poursuivre leur sale besogne. Donc, ils veulent toujours récupérer de nouvelles entités, ils veulent toujours continuer à massacrer nos compatriotes, ils veulent aussi essayer un peu de gagner du terrain. Et ça, nous devons le comprendre. La moindre des choses aussi à faire, c'est que nous devons talk and fight. Nous discutons un peu et nous nous battons. Mais le constat que nous faisons, c'est que nous sommes en train de trop parler, comme qui dirait, nous nous transformons
en des perroquets à Luanda, mais sur terrain, nous donnons une autre impression. Pourtant, c'est des ennemis de la paix qui se retrouvent sur le territoire national. C'est une stratégie qui a des résultats. Si quel résultat? Je ne vois pas de manière immédiate les résultats dont vous parlez ici, pendant qu'il y a nos compatriotes, par exemple, de Kirumba très précisément, qui n'ont pas passé de nuit paisiblement hier. La plupart des compatriotes maintenant sont en train de se déplacer. Ceux qui vivent à Kirumba, dans les territoires de Lubero, 5e territoire aujourd'hui, mis à mal par la coalition, n'ont pas passé de nuit. Toute la nuit, c'était agité, des accrochages tout le temps, des coups de balle. Et moi, je me dis qu'on ne peut pas évoluer dans cet élan-là. Soit nous essayons un peu de mettre, je vais dire, en pause ce qui se passe à Luanda, sur terrain où nous battons, soit les deux approches vont de pair. Mais nous constatons que Kigali, lui, essaie un peu, on discute un peu, mais Kigali progresse sur le terrain. Malheureusement, les facilitateurs du processus qui devraient nous aider à contraindre Kigali à respecter ses engagements ne le font pas. Par voie de conséquences, je ne peux que demander, par exemple, au gouvernement congolais d'arrêter un moment, de poursuivre ce qui se passe à Luanda. Par exemple, le plan que nous avions déjà déposé sur la neutralisation des FDLR. Ça, c'est déjà un piège. Et puis, nous devons comprendre que lorsque le président Kagame parle de FDLR, tomber dans ces pièges. Il sous-entend le VDP. Ouais, en tout cas, pour Kagame, si les gens ne comprennent pas, quand Kagame parle de FDLR, parce que ça fait aussi, il y a beaucoup de confusion là. Pour Kagame, les FDLR, ce sont les Ouazalendo. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Les Ouazalendo, c'est des patriotes, c'est des héros vivants. Pas tout le monde, parce qu'il y a aussi des faux VDP. Mais je vous dis, en grande partie, on ne peut pas mettre en cause le travail qui est fourni par le jeune résistant patriote Ouazalendo, bien que dans des conditions aussi que nous déplorons. Alors, Moïse Hangi, ne voyez-vous pas une autre peut-être façon de voir les choses pour le gouvernement congolais, une classe politique, entre guillemets, focalisée beaucoup plus à Kinshasa, qui serait orientée dans autre chose, au lieu de mettre toutes ses énergies, fournir tous ses efforts pour que la paix soit de retour. Loin de nous l'intention de dire qu'ils ne font rien, mais qu'on essaie un peu d'analyser leur attention est-elle toujours focalisée dans cette partie du pays? Alors, monsieur le journaliste, c'est un constat amer que nous sommes en train de faire, et vous l'avez dit de manière, je vais dire, indirecte. L'attitude des autorités qui sont à Kinshasa est de nature pas vraiment à nous rassurer. On a comme l'impression que pour eux, ce qui est plus prioritaire, c'est les débats sur les changements à la Constitution, la révision et tout le reste. Mais moi, je me dis que ça ne devrait pas nous coûter, ça ne devrait pas nous prendre beaucoup de temps et d'énergie, pendant qu'il y a une partie du territoire national qui est exploitée, administrée par les étrangers. Encore une fois, je les invite à revenir, en tout cas, à la raison. À un moment, à faire en sorte que nous puissions d'abord en finir avec la question de la guerre, et autre chose, on va devoir voir après. Si le train est déjà en marche, pensez-vous qu'on peut l'arrêter avant qu'il n'arrive à destination? Alors, je suis en train de me dire que le président de la République et tous ceux qui sont de son côté doivent faire attention. C'est bien beau de parler de la révision, du changement à la Constitution et consort, mais encore qu'il faut imaginer maintenant les retombées de ces deux options, de ces deux démarches que le chef de l'État est en train de mener. D'abord, lorsqu'on parle du changement à la Constitution, certes que ce n'est pas l'objet de notre émission pour aujourd'hui, je m'en excuse, mais j'en fais juste une virgule. Il faut comprendre que c'est une démarche qui consiste à remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire, aujourd'hui, le président de la République est en train de consommer son deuxième et dernier mandat. Toujours les mandats. Mais effectivement, parce que nous devons être respectueux des textes. Vous semblez limiter la Constitution au mandat. Et pourtant, c'est au-delà de ça. C'est la loi fondamentale. Il y a d'autres éléments qui peuvent être évoqués. De la vie, mais moi, peut-être qui nécessitent un petit réajustement, au-delà du fait... Ça, je ne refuse pas. De la Constitution, limiter cette question au simple mandat, tout ça. Ma plus grande préoccupation, c'est d'abord par rapport à l'opportunité, à l'urgence et à la nécessité, et aussi aux retombées de ces deux options telles qu'envisagées par le président de la République et le parti présidentiel, l'UDPS. Je disais que la révision, c'est vraiment trop
c'est loin du changement de la Constitution. Lorsqu'on parle de la révision, c'est une démarche encadrée par la même Constitution. Mais les changements tels que prônés par le président de la République, ça veut dire qu'on veut remettre les compteurs à zéro. Et sans pour autant donner des intentions au président de la République, on peut dire qu'il y a lieu pour le chef de l'État ou ses proches de vouloir toucher la Constitution dans l'objectif de l'octroyer un mandat de plus. Et là, moi, je ne vois pas la classe politique être disposée à accepter une telle démarche. En plus de tout ça, nous sommes en guerre. L'Est de la RDC est en guerre. Est-ce que c'est vraiment important que nous puissions aborder toutes ces questions-là? Heureusement, nous ici, nous parlons de la guerre, Moïse. Heureusement, parce qu'il y a des affrontements. Là, on peut revenir à la raison parce que il y a des compatriotes maintenant là qui sont en déplacement. Il y a d'autres qui ont passé nuit à la belle étoile. Vous nous parlez du changement de la Constitution pendant ce temps. Est-ce que vous ne réalisez pas que ce n'est pas opportun? Moi, je pense qu'il y a lieu de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel pour nous maintenant, là, c'est de permettre à ce que nos compatriotes de Kirumba passent nuit paisiblement aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas sommeillé hier. Et aujourd'hui, nous craignons que les rebelles encore reviennent avec le même comportement et ça va compliquer la situation. Les déplacements est signalé, les déplacements massifs des populations dans cette partie du territoire de Lubero. Alors, on peut déjà entrevoir la suite, Moïse. Bien. Parce que nous ne voulons pas aussi qu'on vienne ici tout simplement pour discuter autour de toutes ces questions, sans pour autant que toutes les recommandations que nous essayons de formuler ici ne trouvent pas un écho favorable. Moïse, dites-nous maintenant qu'est-ce qu'il faut faire et comment vous personnellement voyez la suite. Je pense est-elle sombre ou comment? Mais effectivement, ça saute aux yeux. Hein? Oui. Mais je ne suis pas aussi là juste pour donner, je vais dire, les désespoirs ou donner juste les tableaux sombres de la situation. Mais je peux aussi donner les alternatives. Cette question, la guerre de l'Est, elle est très complexe, avec beaucoup d'enjeux et beaucoup de paramètres. Nous sommes dans une situation qui est telle que les rebelles du M23 nous mettent mal à l'aise pendant que nous avons des forces armées étrangères qui sont venues en appui au FARDC, en appui à la République démocratique du Congo. Les constats que nous faisons, c'est que visiblement, c'est comme si toutes ces troupes armées étrangères ne nous ont pas aidés à grand chose. C'est pendant que la SADC est là que le rebelle du M23 se sont emparés de Walikale. Je n'en crois rien. Aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu, en tout cas, d'évaluer sérieusement le travail de la SADC et dans la mesure du possible, essayer un peu, en tout cas, d'obtenir leur départ du sol congolais. On peut dire qu'on a toujours besoin. On ne va pas le faire de manière précipitée, mais nous réalisons que la SADC ne nous aide pas tel qu'il se doit. Mais peut-être on a toujours besoin de cette SADC. Pourquoi elle reste toujours là? Je ne sais pas trop, on vient de renouveler son mandat. Ça, je ne sais pas. C'est peut-être au niveau du sommet de la SADC qui vient d'avoir lieu récemment. La ministre de l'Affaires étrangères et peut-être le président de la République ferait mieux de nous expliquer ça. Mais je disais donc qu'il y a lieu aujourd'hui d'évaluer et d'interroger le travail effectué par les forces armées étrangères qui sont sur le sol congolais pendant que nous sommes en train de perdre des terres, nous sommes en train de compter des morts, nous sommes en train, bien évidemment, de constater les déplacements massifs des populations. Nous ne comprenons pas en quoi est-ce que toutes ces forces armées étrangères nous sont utiles. La MONUSCO est toujours là, sur place. Elle ne veut pas quitter le sol congolais, mais elle ne nous aide encore à rien. Qu'est-ce qui justifie cet état des choses? C'est paradoxe. Nous avons les militaires burundais qui se sont déployés au niveau de Boubale, juste à l'extrémité de la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu. Je pense que au moins nous trouvons des échos quelque peu favorables par rapport à leur travail, mais il y a encore mieux de faire plus que ça. Et à part les militaires burundais, nous avons également les instructeurs. Certains les qualifient de mercenaires, mais ils sont aussi sur place. Comment comprendre avec toutes ces forces que nous puissions être incapables, en tout cas, de neutraliser toute une petite rébellion, permettez-moi de les qualifier d'une petite rébellion, téléguidée par les officines occidentales et nos familles. Effectivement, nos compatriotes sont en train de subir les affres de cette guerre. Ce sont des criminels. Tous ceux qui sont en train d'aider ou d'opérer au niveau des M23, c'est des inhumains. Et il faut les dire ainsi. Moi maintenant, en tant qu'analyste,
en tant que citoyen, je me pose beaucoup de questions par rapport à cette dynamique qui se passe autour de cette guerre. Je vous ai dit d'abord, le premier élément, c'est que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut expliquer la situation que nous traversons. Des forces armées étrangères, plusieurs si les sols congolais au nord Kivu, mais d'un côté, la rébellion du M23 nous met mal à l'aise. Oui. Une autre chose, au-delà de ces forces, nous avons plus de 10 000 jeunes VDP. C'est des compatriotes déterminés en tout cas et indignés. Oui, nous sommes en train de terminer, mais mal entretenus et qui essaient un peu de faire une certaine résistance vis-à-vis des rebelles du M23. En gros, je suggère à ceux qui sont en train de gérer cette guerre d'interroger encore une fois le travail de toutes ces forces. Nous avons le front nord et le front sud. Le front nord qui est géré par le général, comment encore il s'appelle, Force Kabo qui est dans le front sud, qui gère le Massissi et une grande partie aussi de Nyiragongo. Mais nous avons également le front nord Chico, qui est géré par le général Chico. Mais en tout cas, nous ne sentons pas les résultats entendu. Vous avez les résultats escomptés de la part aussi les ordres. Vous-même, vous avez évoqué cet aspect, cette précision. Malheureusement, donc l'armée aussi est devenue un instrument de la politique. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que nous enregistrons ce que nous suivons. Je vais finir dans une minute. Un autre élément essentiel pour ceux qui nous suivent, c'est la situation catastrophique que traversent les déplacés de guerre. Cette guerre nous imposée par les Rwandais, l'Ouganda et les impérialistes ne restent pas sans conséquences. Et c'est les Congolais qui en paient le lourd prix. Il y a lieu encore une fois de songer à la vie qui traverse les déplacés de guerre. Il y a lieu d'évaluer les travail des armées étrangères qui sont sur notre territoire. Pour ce qui se passe à Luanda, nous devons encore une fois prendre langue avec les facilitateurs pour voir dans quelle mesure du possible il peut contraindre le président Paul Kagame, patron de la rébellion du M23, à respecter ses engagements. Merci Moïse. Je pense que nous devons nous imposer et déjà faire la guerre sans pour autant avoir beaucoup de pitié parce que nous en payons le lourd prix. Faire la guerre, vous savez, vous-même vous l'avez dit. Nous sommes un État. Ouais. Il n'y a pas un État sans armée, il n'y a pas un État sans un système de défense. Que vous puissiez aussi prendre les armes et rejoindre les Wazalendo. Ce sera aussi une façon de Je suis un Wazalendo de ça, donc je ne peux même pas le dire ici. Mesdames et messieurs, voilà, c'est comme ça que nous terminons cette émission sur Gale Afrique Télévision. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement avec le même et réel plaisir.